Merci, bonjour à tous. Merci Olivier pour cet accueil et merci à Charles-Louis d'avoir chauffé la salle. Si j'ai bien compris, je suis arrivé un peu tardivement sur la fin, mais des choses très intéressantes qui ont été évoquées et qui justement font écho avec le propos que je vais tenir maintenant. Et je voulais remercier évidemment l'équipe Digital RH de son invitation et d'avoir réussi à maintenir cet événement dans les conditions que nous connaissons tous. Alors en fait, ce que je voudrais partager aussi ici, c'est aussi une expérience que j'ai pu avoir à la fois en tant qu'ancien patron d'équipe de consultant quand j'étais chez Bearing Point et aussi en tant que patron d'équipe dans une startup. Donc dans les deux cas, j'ai été amené à recruter des talents et ça passe par une phase de séduction, bien évidemment. Et ce que tu évoquais, Olivier, à l'instant, va bien dans ce sens-là. Et je ne sais pas si vous voyez, là, si je peux partager mon écran. Voilà, je vais faire ça ici. Voilà, et je vais partager. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, absolument. Nous voyons. Parfait. Génial. Génial. Donc ça, c'est génial. Donc du coup, en fait, la question que je me suis posée, c'est comment finalement on arrive à effectivement attirer ces talents. Et là, et tu parlais de marque employeur. Je vais plus m'intéresser justement à comment, dans un monde digital, on arrive à donner corps à cette marque employeur de sorte à justement faire venir les talents qui nous intéressent. Et pour ça, en fait, il se trouve que, donc, comme je le disais, dans mon expérience, j'ai été amené à recruter des candidats. Dans un cas avec une marque employeur qui était très forte, hein, Bearing Point, gros cabinet de conseil, très installé. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'efforts à faire quelque part en tant qu'opérationnel pour bénéficier de cette marque et justement avoir un flux de CV important. Dans l'autre cas, c'était très différent puisque c'était dans une start-up, une marque naissante, donc là qui avait une notoriété quasi nulle, donc à part sur quelques profils très pointus. Donc, arriver à sortir du lot, c'était pas si simple. Et en Vous fait, je me pouvez suis. mettre en plein écran là, qu'on puisse un peu Pardon? voir. Est-ce que vous pouvez mettre en plein écran en fait, parce qu'on Je suis voit. en plein écran. On voit Voilà, quoi là? voilà, là c'est parfait. Ah, d'accord. Alors attendez, quand je fais ça, on voit pas. Quand D'accord. je fais Là, on ça. voit l'ensemble de vos slides et là, on Ah, voit. mais comment ça se fait? C'est assez curieux. Bon, c'est pas grave. On va rester comme ça. En fait, oui, c'était juste mes notes pour les avoir sous le nez, mais je pensais pouvoir switcher entre les deux, mais manifestement, j'y arrive pas. Mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Et donc, en fait, je me suis rendu compte qu'une façon d'attirer les talents, c'est de les considérer comme des clients. Alors, ça peut paraître choquant pour les publics plus RH qui sont là ici, mais finalement, quelle différence il peut y avoir entre un client qu'on essaye d'attirer, quel que soit l'endroit où il se trouve, et on est en 2020, donc tout le monde, là, j'ai pris l'exemple d'une photo avec un téléphone portable, mais on a tous l'habitude d'utiliser nos différents devices, à quel que soit l'endroit du jour et de la nuit où on veut utiliser des services. Mais finalement, une entreprise qui souhaite attirer des talents, ben, si elle considère ce talent comme un client, elle va tout faire pour l'attirer, elle va tout faire pour l'accompagner sur les différents devices qu'il utilise, et elle va tout faire aussi pour transformer l'essai et le convertir soit évidemment en salarié, soit terminer la relation proprement, parce que finalement, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait et on pourra être intéressé plus tard pour avoir une relation avec lui. Et alors, du coup, pour avoir cette réflexion-là, donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, et tu as montré mon bouquin tout à l'heure, je me suis dit, comment est-ce finalement on peut parcourir le processus de talent acquisition et comment ce processus peut être vu au regard d'un modèle de maturité numérique qui est décrit dans le livre et qui permettra justement d'étalonner, d'évaluer, de diagnostiquer les capacités de ce processus tel qu'il est mis en place dans l'entreprise. Alors pour ça, il y a un premier sujet qui est un sujet de stratégie. Ça peut paraître bête, mais quand on commence à se positionner sur le digital, on réfléchit à la stratégie avec, premier des sujets, comment on établit son plan stratégique. Donc concrètement, à chaque fois qu'on va se poser la question d'attirer des talents, eh bien, on va se poser la question de la stratégie qu'on va mettre en œuvre avec les différents canaux numériques qu'on va utiliser pour pouvoir attirer leur attention. On va aussi regarder tout ce qui est lié à la veille. C'est-à-dire que concrètement, on va essayer d'identifier des talents, pas seulement de manière entrante, c'est-à-dire comment attirer celui qui va visiter les supports qu'on va mettre à disposition, mais aussi de manière sortante, c'est-à-dire en allant chercher des talents là où ils se trouvent et en veillant
justement en ayant une veille active sur les supports sur lesquels ils peuvent se manifester, de sorte à ce qu'on puisse attirer leur attention. C'est d'ailleurs comme ça que fonctionnent la plupart des cabinets de chasse. Je sais moi-même en ayant régulièrement des chasseurs qui me contactent. C'est typiquement le genre de choses qu'on peut mettre en place, pas seulement en s'appuyant sur des chasseurs. Troisième sujet, veiller à son e-réputation. Donc ça, c'est un point très important. Un candidat aujourd'hui, avant d'être en contact avec l'entreprise, même si la RH a fait des efforts pour être présente, elle va aussi, ce candidat, il va aussi regarder plus généralement la e-réputation de l'entreprise et regarder à tous les niveaux. Donc ça veut dire qu'il y a une réputation de marque, une réputation de produit, de marché, mais il y a aussi une réputation des individus qui la composent. Donc ça, c'est important aussi d'avoir ça en tête pour que les premiers contacts, en tout cas, du candidat se fassent de manière la plus agréable possible, en tout cas, qu'il n'y ait pas de choc au travers de la réputation que l'entreprise développe. Les comportements et les usages, ça, c'est aussi très important de les prendre en compte dans l'analyse stratégique de l'acquisition de candidats, parce que les comportements et usages des consommateurs que nous sommes et donc des candidats que nous sommes évoluent considérablement avec le temps, avec les nouvelles technologies. On a vu là, avec l'effet du Covid comment justement par exemple la visioconférence s'est généralisée, comment on est devenu beaucoup plus agile dans notre manière d'interagir avec des interlocuteurs. Et donc ça veut dire qu'il faut prendre en compte ce genre de comportement et d'évolution de comportement et d'usage pour positionner l'offre d'emploi et les outils qui sont à disposition de la manière la plus cohérente par rapport à cette offre. Enfin, les canaux numériques, évidemment, vont avoir une part de plus en plus importante dans la relation. Ce ne sont pas les seuls, et je rejoins ce que disait Charles-Henri juste avant que j'intervienne sur le besoin de mettre beaucoup d'humains dans le digital. Je suis un grand fan du digital, mais en même temps, je suis aussi un grand fan de l'humain, et je sais à quel point avoir un positionnement important sur les canaux numériques ne suffit pas. Et bien évidemment, il va falloir, et j'y reviendrai par la suite, avoir un bon mix justement de canaux numériques et humains, et avoir le bon humain dans ces canaux numériques. Deuxième sujet, l'offre de service, l'offre d'emploi que propose l'entreprise, l'offre de carrière qu'elle va pouvoir proposer aux candidats. Premier sujet, on va se préoccuper de l'interopérabilité de cette offre. Alors pourquoi l'interopérabilité? Parce que bien évidemment, il ne suffira pas d'avoir un job board seul, il va falloir pouvoir démultiplier l'accessibilité à cette offre sur les différents canaux qui sont consommés par le candidat consommateur. Donc, c'est important du coup de réfléchir à cette interopérabilité de l'offre. Deuxième sujet, la disponibilité des services, parce que à chaque fois que vous allez mettre à disposition un service en ligne pour proposer l'offre de compétences et de carrière de l'entreprise, bien évidemment, il va falloir s'assurer que ces services soient disponibles à tout moment et en tout cas dans tous les endroits où je vais à chaque fois faire le parallèle entre le candidat consommateur, va vouloir consommer cette information que vous lui mettez à disposition. Le taux de transformation, même logique que pour un candidat, que pour un consommateur, à chaque fois que vous faites rentrer un candidat dans un processus de souscription à votre offre de service et de carrière, eh bien, il va falloir vous poser la question du taux de transformation de ce service. Exactement comme le fait un marketeur qui, à partir des sites web ou des applications qu'il met à disposition, il va se poser la question de la transformation de ces parcours d'entrée en client. Là, on va se poser la question en candidat recruté. La cohérence sur tous les supports, ça paraît une évidence, mais c'est essentiel. Donc, dès qu'on pose la question du digital et de la position sur le digital, et pas seulement sur le digital, il va falloir s'intéresser à ce que l'offre soit présentée de manière cohérente, congruente, sur tous les supports de présentation sur laquelle l'entreprise va être présente. Alors, attends, je vais juste masquer ça qui me permet de voir. Voilà. Autre sujet également sur l'offre, la notoriété numérique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se poser la question de la visibilité et de la cohérence de l'image de la marque sur les différents supports sur lesquels elle est présente, de sorte à ce que la notoriété numérique de la marque soit favorable à un parcours utilisant largement les solutions numériques. Évidemment, les réseaux sociaux sont un sujet important aujourd'hui. Il va falloir surveiller l'usage des réseaux sociaux. Donc, il y a des candidats qui vont pouvoir interagir avec la marque, avec des interlocuteurs de la marque, qui peuvent être des cadres dirigeants, par exemple, de l'entreprise,
ça va devenir de plus en plus courant que de pouvoir interagir avec des opérationnels avant même de rentrer dans l'entreprise, alors qu'on est dans un processus de recrutement. L'omnicanalité, ça veut dire qu'on va se poser la question d'avoir la présence de l'entreprise et sur les différents supports qui sont évoqués, que ce soit sur le web, sur le mobile, mais aussi évidemment dans les supports physiques, que ça peut être sur des salons par exemple, auprès des écoles. Donc bref, et tout ça d'avoir une vision totalement cohérente de cette présence, de sorte à ce que vu du client candidat, il n'y ait pas de rupture de canalité. Donc ça, si vous le vivez en tant que consommateur, ben, vous pouvez le transposer de la même manière en tant que candidat pour avoir une expérience candidat la plus cohérente possible sur les différents canaux de support. Enfin, la relation, elle doit être vue de la même manière que pour un client, et bien pour un candidat, avant et après le processus d'acquisition de talent, elle doit être vue de manière cohérente. Et donc, ça veut dire que quand on clôt avant, on comprend aisément comment on va séduire, mais une fois qu'on a conclu la phase de candidature, l'après est essentiel évidemment. Donc, que ce soit pour le candidat recruté, son parcours d'entrée dans l'entreprise doit évidemment être cohérent par rapport à l'expérience qu'il aura vécue en amont lorsqu'il était candidat. Et de la même manière, pour celui qui n'est pas recruté, la fin de processus doit être également très étudiée pour que l'offre soit cohérente par rapport à ce qui a été présenté en amont et qu'il avait attiré. Alors, comment on traite les candidatures? C'est aussi une question d'organisation et d'outils qui vont être mis en œuvre. Et là, on voit bien le mix entre les hommes et les femmes qui composent la fonction RH, mais qui composent également les opérationnels qui sont associés dans le processus de recrutement, et aussi les outils qu'ils vont mettre en œuvre pour pouvoir, tout au long du processus, justement, traiter de la relation avec les candidats. Alors, l'organisation, on va avoir évidemment des sujets de responsabilité, de rôle des activités numériques qui sont mises en œuvre dans le cadre du processus de recrutement. On va retrouver pour ça des chartes d'utilisation qui sont très importantes à mettre en place pour s'assurer que justement tous les opérationnels de l'entreprise qui sont impliqués, et ce n'est pas seulement les opérationnels de la fonction RH, mais en tout cas ont tous les outils et les réflexes pour collaborer avec les candidats de manière la plus professionnelle possible, de la même manière que, par exemple, dans la relation client, on utilise des chartes de collaboration pour que la relation soit la plus correcte possible, en tout cas avec le client. On va s'assurer aussi que l'ensemble des outils sont bien appropriés dans l'organisation. Donc pour ça, en mettant en place un certain nombre de mesures, de métriques qui permettront de vérifier que tous les opérationnels impliqués dans le process sont bien en maîtrise des outils. On va aussi favoriser la mise en place de ce que j'appelle le management 2.0, en tout cas, tout ce qui va permettre, là c'est plus un aspect de modernité en fait, dans l'acquisition des talents, de modernité dans la relation avec les opérationnels pour donner un peu plus de champ dans la relation qu'un candidat peut avoir avec les opérationnels impliqués dans le processus. On va aussi regarder et favoriser les aspects de culture collaborative, tout simplement parce que dans un monde où les candidats sont de plus en plus polymorphes dans leur expérience, on va s'assurer qu'à l'intérieur de l'entreprise, la relation interpersonnelle soit la plus fluide possible, notamment pour qu'un candidat qui va parcourir, alors ça c'est très vrai pour les grandes entreprises, mais ça peut être le cas aussi pour des ETI, quand on va pouvoir parcourir un processus avec plusieurs interlocuteurs, on va favoriser la relation et la collaboration autour du candidat, autour de cette candidature, et en aval, on va s'intéresser aussi à la collaboration justement une fois que le candidat est recruté pour que l'accueil soit le plus fluide possible et le plus cohérent par rapport à l'expérience qui aura été vécue en amont. Enfin, on va s'intéresser aussi à la mise en place d'innovation dans ces processus. Et pour ça, on va mettre en place tout ce qui va permettre de collecter de bonnes idées qui peuvent venir des collaborateurs et qui vont aider à la mise en place d'outils et de services ou de manières d'être qui vont être intéressants pour justement ce processus de recrutement. Du point de vue du personnel, on va s'intéresser bien évidemment à la maîtrise des outils par l'ensemble des collaborateurs impliqués dans
dans le processus de recrutement. Ça peut être les cadres dirigeants, ça peut être les collaborateurs managers, les collaborateurs de terrain, pour s'assurer qu'à partir du moment où ils sont amenés à utiliser les outils qu'on leur met à disposition pour collaborer avec un candidat, qu'évidemment, il n'y ait pas de couac dans la maîtrise de ces technologies. On va aussi s'assurer que la formation à ces outils et l'éthique qui est mise en œuvre soit la plus à l'état de l'art possible pour que tout soit respecté à tout moment de l'interaction. On va favoriser aussi la mise en place d'une culture d'entreprise, en tout cas, et on va s'assurer que cette culture d'entreprise percole à toutes les étapes du processus pour que le candidat se sente tout de suite en adéquation avec cette culture. Pardon. On va favoriser aussi le partage et la continuité de relations. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure d'un point de vue organisationnel, mais d'un point de vue personnel, tous les collaborateurs impliqués dans les processus doivent être en état de partager toutes les étapes du process pour que, vu du client, du candidat, le lapsus révélateur, la perception de la continuité soit totale avec la marque qui l'accueille. L'ensemble des contributions des collaborateurs va aussi être regardé. Donc là, on va s'intéresser à ce que le collaborateur qui est impliqué dans un processus de recrutement met en place pour assurer la visibilité de la marque, autant en tant qu'employeur, à l'extérieur comme à l'intérieur de l'entreprise. Alors, à l'intérieur de l'entreprise, on comprend aisément qu'il va s'agir d'être en interaction avec ses collègues, par exemple de la fonction RH, si on est dans un poste opérationnel, pour avoir une bonne collaboration entre les uns et les autres de manière continue, mais aussi à l'extérieur pour donner de la visibilité aux travaux, à la culture, à l'ensemble de ce qui fait la vie de l'entreprise au travers d'un certain nombre de supports auxquels le candidat va pouvoir avoir accès pour qu'il puisse appréhender justement dans les premiers temps de son intérêt pour l'entreprise l'ensemble de ce qui se passe à l'intérieur, évidemment dans le respect de l'éthique que j'évoquais tout à l'heure. Enfin, sur le plan personnel, on va s'intéresser à fiabiliser le parcours avant et après le recrutement en impliquant l'ensemble des collaborateurs et en s'assurant que justement à la fois les outils mais aussi le comportement soient respectueux de la culture de l'entreprise et d'éthique qu'elle met en place. Du point de vue des technologies, donc il y a tout un tas de solutions technologiques qui sont mises en place, mais ce qui va être intéressant, c'est que pour les choisir, on va, pour être moderne et favoriser comme je disais tout à l'heure quand je parlais de l'offre, la disponibilité de l'offre la plus largement possible, on va privilégier des solutions qui vont mettre en œuvre les notions d'open data et d'API qui vont permettre de très facilement distribuer l'offre au plus grand nombre, utiliser des solutions dans le cloud. Pourquoi? Parce que simplement, c'est celles qui sont les plus sécurisées et qui sont aussi les plus faciles d'accès pour le plus grand nombre. Donc, on va favoriser justement ce genre de solutions. Pour les entreprises qui sont présentes et qui ont de gros débits ou de gros volumes de traitement à assurer, vous pouvez regarder ce qui se fait du point de vue du RPA. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cet acronyme, c'est tout ce qui est robotisation de processus. Et donc là, il va y avoir des solutions très intéressantes qui vont permettre d'automatiser un certain nombre de tâches dans le parcours du collaborateur et surtout dans le parcours du candidat et surtout de donner la main au collaborateur au bon moment pour que toutes les tâches automatisables soient avec cohérence en perception par le candidat et que le collaborateur puisse intervenir en mettant l'humain au bon niveau justement dans ce processus de recrutement. Il va bien sûr falloir faire attention à l'universalité des solutions, tout simplement parce que vous allez vouloir que votre candidat puisse utiliser les contenus et les services descriptifs des offres d'emploi descriptifs de l'expérience qu'il pourra vivre au sein de l'entreprise de la manière la plus accessible au travers de son PC, de son Mac s'il a un Mac, de son téléphone portable, pourquoi pas. Donc ça, c'est très important que dans votre choix, vous fassiez très attention à ces aspects d'universalité, que vous n'hésitiez pas à challenger vos fournisseurs pour que, par exemple, les solutions soient responsives, ce genre de choses, pour que votre candidat client puisse avoir une expérience au travers des devices, des services que vous lui proposez la plus agréable au travers des devices qu'il utilise. En termes d'accessibilité, même logique, on va regarder tout ce qui favorise
l'accessibilité, donc le bon référencement de tous les contenus que vous allez mettre à disposition et de tous les services pour qu'ils soient très faciles à trouver par le candidat qui cherche à vous rejoindre. En termes de visibilité, même logique. Donc là, on va s'intéresser à ce que tout ce qui est le fait que votre offre soit positionnée dans les bons carrefours d'audience. Donc, ce que j'appelle un carrefour d'audience, ça, c'est des réflexes marketing que vous devez avoir pour que le candidat qui s'intéresse à vous soit parce que vous allez le chercher aux endroits où il se trouve. Hein. Ce que je vous disais en tout début, il est partout, ce candidat. Donc, pour ça, il va falloir assurer la visibilité de vos contenus et de vos services RH au bon endroit, c'est-à-dire là où il se trouve. Respect des standards, c'est absolument indispensable. Donc ça, ça veut dire concrètement que tous les services et tous les contenus que vous allez mettre à disposition respectent les standards à l'état de l'art pour que très facilement ils soient intégrables dans d'autres supports et que vous démultipliez ainsi la visibilité de votre offre. Et puis la disponibilité, bien évidemment, des services, ce qui veut dire que, comme je le disais en préambule, le candidat étant très versatile et disponible, enfin lui-même accédant au service un peu quand il le souhaite, où il le souhaite, et bien de la même manière qu'un responsable marketing qui utilise les technologies numériques va se poser la question de la disponibilité des services qu'il propose pour les clients, et bien vous devez, en tant qu'RH, vous assurer la disponibilité des services que vous proposez pour qu'ils soient justement accessibles à tout moment par le candidat. Du point de vue de l'environnement, trois points rapides. Premier sujet, un sujet géomarketing qui va être intéressant pour pouvoir être positionné dans les endroits, dans les lieux où les candidats se réunissent, se retrouvent et interagissent. Deuxième sujet de proximité avec les écosystèmes innovants, notamment si vous cherchez à attirer des talents qui sont attirés par ce type de position et si vous souhaitez développer l'innovation dans l'entreprise. Et enfin, évidemment, respecter la réglementation et le droit numérique, puisqu'il n'y a pas que le RGPD, il y a celui-là, mais il y en a d'autres qui sont des réglementations à respecter. Et vous, en tant qu'RH, vous aurez à cœur de faire en sorte que justement cette réglementation soit respectée. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à vous procurer le livre qu'évoquait Olivier en introduction et faire votre propre diagnostic de maturité digitale de vos processus RH et notamment le processus de talent acquisition. Ce que je viens de vous montrer là est un panorama très rapide du modèle de maturité numérique qui est décrit dans le livre que je vous présente là, que j'ai écrit avec David Fayon et dans lequel vous retrouvez plus en détail justement l'ensemble des bonnes pratiques et des niveaux de maturité que vous pouvez avoir sur l'ensemble des sujets que j'ai évoqués. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va prendre les questions. Je vais enlever le partage de l'écran. Voilà. Normalement, on devrait nous voir. Moi, j'arrête le partage de mon côté, hein, peut-être, Voilà. c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà, donc je vais prendre la question de Louison qui nous pose une question tout simplement de concurrence, puisqu'on parlait de marché, de produits et donc de candidats. Alors, c'était terrible de faire le parallèle entre la façon d'appréhender un produit et un candidat, mais finalement, ça reste du marketing. Hein, et il parlait de dépréciation en fait, des candidats liés aux plans sociaux, tout simplement, qui s'accumulent, qu'on annonce, et de savoir si les candidats ne vont pas finalement perdre énormément, je dirais, dans ce fouillis, en fait, dans ces grosses problématiques. Est-ce qu'il y a moins d'offres d'emploi aujourd'hui? Est-ce que les offres d'emploi sont un peu plus serrées? Comment le candidat fait pour sortir du lot, on va dire? Alors, comment le candidat sort du lot ou comment l'entreprise sort du lot? En fait, l'idée, c'était, voilà, la question, c'est le candidat court-il un risque d'être déprécié du fait du nombre de compétences équivalentes disponibles à cause du licenciement massif? Voilà. Alors, oui. Donc ça, c'est évidemment, vu du candidat, se différencier pour proposer ses services dans un monde où il y a de plus en plus de compétences. Oui, il y a un changement. Maintenant, le candidat a de plus en plus de moyens pour se différencier. C'est-à-dire que, et de la même manière que j'ai expliqué comment le digital peut être mis comment dire, en marche pour séduire des candidats, eh bien, du côté des candidats, le digital peut aussi être mis en marche pour séduire les entreprises.
Et donc, dans un monde où il y a de plus en plus de compétences disponibles, on a aussi de plus en plus de moyens avec le numérique pour pouvoir mettre en avant son savoir-faire et justement se différencier. Et donc, je donnais le cas tout à l'heure j'expliquais comment les collaborateurs, les cadres vont pouvoir intervenir et donner de la visibilité sur ce qui se passe dans l'entreprise. Voilà. Mais de la même manière, si le candidat au recrutement se différencie, ne serait-ce qu'en interagissant avec des opérationnels, il attire l'attention des collaborateurs et donc il est plus facile pour lui de rentrer dans une mécanique de recrutement. Donc oui, c'est plus difficile, mais en même temps, il y a plus d'opportunités de se différencier. D'accord. Alors, on a une autre question qui par Louison. Il nous demande, les réputations ne va-t-elle pas encore accentuer l'employabilité du candidat en poste à jour des usages plutôt que ceux en demande? Voilà, quel est l'impact en fait de l'irréputation On pour parle de l'irréputation du candidat ou de l'irréputation de du l'entreprise? candidat, voilà. Alors, le candidat en poste, il bénéficie de la réputation de l'entreprise dans laquelle il est. Alors, ça, c'est voilà. Le candidat qui n'a pas de poste, il a sa propre réputation qu'il peut créer. Et encore une fois, en 2020, on n'a jamais eu autant de moyens disponibles pour exister autrement que par son simple CV envoyé dans une boîte aux lettres. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il faut se rendre compte, hein, je ne sais pas quel âge a Louison, mais moi j'ai 49 ans cette année et j'ai commencé ma carrière en envoyant des courriers avec mon CV et une lettre de motivation et j'en ai fait des centaines comme ça pour positionner ma candidature à des entreprises. Aujourd'hui, j'ai LinkedIn, j'ai mon blog, j'ai mon compte Twitter. J'ai une capacité de prise de parole qui est absolument colossale par rapport à ce qu'elle était, ne serait-ce qu'il y a 30 ans. Et donc, oui, il y a comment dire, un risque, je ne me souviens plus exactement de réputation, mais en même temps, on n'a jamais eu autant l'opportunité de le développer. La question de Louison, si je la comprends, c'est de se dire, voilà, quand on est en poste, on a une employabilité forcément meilleure que celui qui n'est pas en poste. Je ne sais pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Celui qui n'est pas en poste, il a une grande qualité, c'est qu'il est disponible tout de suite. Oui, 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 voilà, absolument. Ah oui, oui, Celui qui est absolument. en poste, il a son préavis à gérer, voilà. La seule grande qualité, effectivement. Absolument. Ah, ce n'est pas la seule grande qualité. Ce n'est pas parce qu'il est plus en poste que pour autant, il n'a pas des compétences à offrir à l'entreprise et qu'il Absolument. n'a pas une valeur à apporter à l'entreprise. Donc, c'est plus un regard du RH qui pourrait se dire, bah, finalement, si j'ai un recrutement à faire et qu'on est pressé, qu'on a besoin de compétences, moi, j'aurais tendance à faire plus confiance à quelqu'un qui va pouvoir me rejoindre tout de suite que quelqu'un qui va me rejoindre dans 3 mois. Pendant 3 mois, il se passe plein de choses dans sa vie. Il peut très bien annuler une candidature. Enfin, vous voyez, je ne C'est suis une pas vraie sûr chance. que… Voilà, c'est une vraie chance aujourd'hui pour les entreprises qui ont Bien sûr, besoin de recruter des talents parce que les talents arrivent en fait. Malheureusement, mais déjà, le bonheur des uns fait le malheur des autres, ou le malheur des uns. Voilà, il se passe des choses. Il y a des vases communicants qui se font entre les entreprises inévitablement. je crois que là, il y a un mot qui m'a attiré dans ta phrase, c'est malheureusement. Je crois que c'est l'inverse qu'il faut faire. Oui, il y a un aspect sociétal, mais heureusement, on a des opportunités. Heureusement, il y a des entreprises qui ont besoin de recruter et on a le choix. On a le choix de se positionner, on a le choix de se montrer, on a le choix de sortir de chez soi. Pas seulement physiquement, parce que c'est compliqué avec le masque aujourd'hui, mais aussi digitalement et d'exister digitalement. Voilà. Ben, merci beaucoup, Michael. On Merci arrive Olivier. à la fin de cette intervention. Voilà, on va maintenant accueillir Louison. Peut-être un mot de la fin, voilà, je ne sais pas, pour conclure un peu. D'un mot Oui, de la fin de ouais. ma part. Alors, moi, je vous invite vraiment, encore une fois, je vais faire ma petite pub, mais lisez le bouquin, ça va vous donner un éclairage, surtout si vous êtes dans les fonctions RH. Ça va vous donner un prisme différent sur vos processus. Et vous verrez, il y a en particulier ce que j'appelle le levier personnel qui donne, si on prend plus généralement maintenant, au-delà du processus de talent acquisition que j'ai parcouru ce matin, de regarder la digitalisation de l'entreprise, comment elle se positionne. Et voilà, regardez-le, ça va vous donner justement un champ d'action. On parlait avec Charles-Henri tout à l'heure du positionnement de la fonction RH au niveau du comité de direction. Vous avez, grâce à ce livre, les moyens de positionner la RH dans un monde digital au niveau du comité de direction. Donc, je vous invite du coup à regarder attentivement ces points-là.